C'est grave? Très grave, mais ses jours ne sont pas en danger. Quel est son mal? Celui que Galien lui-même ne nous a point appris à guérir, les humeurs malignes. Faites excuse, mais les humeurs, mais avec ça se soigne? Les humeurs, oui, mon ami, mais point leur cause. Et cette cause, c'est la mélancolie. Ne peut-on en débarrasser? On peut le soulager, mais toute sa vie, il sera sujet à des troubles. Il nous apparaît, je vous demande pardon, madame, comme un accident de la nature. Un corps d'homme habité par des nerfs et des réflexes de femme. Sera-t-il bientôt sur pied? Sous un mois, il gambadera comme un faon. Madame. Eh bien, Alphonse, vous priez pour la guérison de votre frère? Pour la guérison d'Armand, au fond. Vous perdez la tête? C'est l'office des morts. Tu vas nous donner ton nom. Oh, les gueux. Vite de l'eau, du baume et une chemise, une vieille pour faire de la charpie. Merci, mes amis. Je crois bien que c'était un coup de là. Je vais faire appeler le barbier. Oh, madame n'y songe pas. Il y a beau temps que le barbier, il sort pas plus que le médecin dès que les poules sont couchées. On peut déjà plus sortir le jour. La preuve. C'était des ligueurs ou des huguenots? Oh, c'était point marqué sur leur tête. C'était seulement des malandrins. On devait leur avoir dit que je rapportais les fermages. Quand ça ne va plus à Paris, il ne faut pas s'étonner que le brigandage arrive même chez nous. Vous retrouverez l'usage de votre main. Oh, mais t'as vu qu'elle restera mi-morte. J'aurais donné les deux pour la guérison de M. Armand. Si leur père avait vécu. Quand M. Armand n'est pas dans les idées noires, il annonce une tête bien faite. Sans doute. Mais ce n'est pas ici qu'on peut la meubler.
Arrêtez-le! Tiens-toi! Allez! C'est peut-être beau, mais Paris est une ville de péché. Notre petit maître n'aurait pas mieux soupé à l'auberge, hein? Le voyage a été rude. Il faut nous coucher à cette heure. Juste une petite oraison et au lit. Dormir? Si madame était là, voilà bien une grande heure que notre petit maître serait couché. Et ici, il faut que nous fassions comme si on était à... Monsieur. Voici Armand du Plessis de Richelieu, marquis de Chillou. Monsieur, vous trouverez ici toute l'aide nécessaire pour faire de vous un homme accompli. Vous viendrez chaque jour en ces lieux à 5 heures de veille. Vous vous adonnerez à l'étude jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Une messe nourrira quotidiennement votre âme et 2 récréations de 30 minutes vous délasseront l'esprit. C'est la dernière fois que je m'exprime devant vous en langue vulgaire. Notre prochaine conversation se déroulera exclusivement en latin. Dans 6 mois, elle nous permettra de savourer les joies du grec, et dans 1 ou 2 ans, celles de l'hébreu. Prenez place, monsieur. Et n'oubliez pas, il vous faudra témoigner inlassablement votre reconnaissance envers celui qui vous permet d'entrer à Navarre, notre bon roi Henri IV. Monsieur Lépernon, si vous me la demandiez, je vous donnerai ma chemise. Quoique vous n'en voudriez pas, car vous la jugez trop sale et point assez fine. Mais je ne vous donnerai pas l'évêché de Luçon. Sire, mon parent est un jeune homme de mérite. Je le comblerai. Je le comblerai, mais il n'aura pas Luçon. En sollicitant du roi l'évêché le plus crotté de France, je ne pensais pas... Écoute-moi! Faites des excuses, mon beau duc, mais c'est bien du bruit, voilà, qui m'empêche de gagner le pain que me donnent mes sujets. Henrik! Écoute-moi! Que veux-tu, l'ami? J'arrive à pied, les pays! Je m'apporte un fromage de bœuf! De bœuf? Un fromage de bœuf? Oui, par la bonne vierge, un fromage de bœuf pour sa majesté! Entre Dieu, je ne l'ai jamais vu. Monte, monte. Un peu de fromage, monsieur Lépernon. Avec ravissement, sire. Il est bon, hein? Il est bon. Il est bon, mais il est de vache. On n'a jamais vu de fromage de bœuf. Tu avais affirmé. Mais, mesdames, si j'avais dit qu'il était comme un autre, tu ne m'aurais jamais laissé monter. Monsieur Lépernon, vous allez demander à mon capitaine des gardes de promener un peu cet homme-là et surtout de lui donner à boire, hein, car il donne soif. Oui, pour Luçon, c'est impossible. Mon frère et prédécesseur avait donné l'évêché à la famille du grand prévôt Richelieu. Vous l'avez connu d'ailleurs, hein? Ce n'était pas un petit compagnon. Il m'a servi comme il avait servi Henri III. Il était à Ivry, monsieur Lépernon. Alors, vous comprenez, le diocèse peut rester sous l'administration bonne ou mauvaise de quelques chanoines. Nous attendrons le temps qu'il faudra. Et un jour, c'est convenu, le petit Alphonse de Richelieu, quand il entendra suffisamment le latin, coiffera la mitre et tiendra Luçon.
Allez, ne vous mettez pas dans l'affliction. Votre roi vous trouvera bien d'autres douceurs pour votre protégé. Ce n'est pas un bordel dedans d'ici. Regarde, viens ici. Je sais, non, excusez-moi, mais c'est Bassompierre qui me raconte. Tais-toi et donne un exemple de la dignité. Monsieur de Bellegarde. Bien sûr. Et reviens me voir l'an prochain. En attendant, ce soir, tu viendras gratis au carrousel. Monsieur Despernon, vous aurez, je vous l'ai dit, d'autres douceurs. Bellegarde, t'es ici. Tu niaises encore. C'est Bassompierre. Encore un Bassompierre. Bassompierre qui me racontait comment il avait baisé gratis la pute la plus chère de Paris. Toi, tu n'en feras pas autant. Justement, je me proposais. Les ducs proposent, mais le roi dispose. Tu vas partir pour Florence. Pour Florence? Oui. Tu te rendras chez le grand-duc de Toscane, Ferdinand de Médicis. Un brave homme à qui je dois 20 000 florins. Tu vas lui dire que je ne lui dois plus rien. Comment? Tu vas lui dire que je ne lui dois plus rien et qu'il va me donner 20 000 autres florins, contre quoi j'épouse sa nièce. Votre Majesté possède un certain sens des affaires. Non, monsieur, un certain sens de dévouement. Pour sauvegarder les finances du royaume, moi, descendant de Saint-Louis, j'épouse la petite fille d'un apothicaire. Qu'est-ce que tu fais là? Je prends les ordres de Votre Majesté. Tu devrais être parti. Bien, Majesté. Tu vas me la ramener avec égard. Mais les égards ne les poussent pas trop. Ne va pas selon ton habitude de me les saigner en chemin. C'est par affection pour Votre Majesté que parfois je me dévoue pour un galop d'essai. Oh, 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 tais-toi. Oh, sacré parent. Je t'interdis de la mettre au montoir, cette belle Marie de Médicis. Allez, plus vite. Allez, au pas. Sire, voici un grand quart d'heure que l'ambassadeur d'Espagne attend Votre Majesté. Et il s'impatiente, cet Hidalgo. Tu lui diras d'aller se faire foutre. Allons, monsieur, il n'est pas supportable d'entendre manquer de politesse envers nos amis. Nos amis, ceux-ci ne sont pas les miens. Si vous les traitiez de plus belle manière. Puis, mamie, je vais le recevoir avec égard, votre ambassadeur, mais j'ai encore quelques droits de jouer avec nos enfants. Nos enfants, dites plutôt les vôtres. Alors. Soyez donc pas impudent, monsieur. Vous vous abaissez à mêler vos bâtards, les fruits de vos amours avec des putains de barrières au beau et noble prince que moi je vous ai donné. C'est que j'ai, moi, madame, l'esprit de famille. Allez, mon chéri, viens. Vous osez. Et puis, voilà, assez. Vous troublez ma partie d'équitation. Oh là là. Allez, en scène, mon joli dauphin. Allez, hop. Allez. Aïe. Oh, ça fait drôlement mal. Ah, ça te fait rire, hein? Sacré parle. Nul n'oserait. Je me disais seulement que Votre Majesté ne ferait pas un très bon cheval à l'Académie de Monsieur de Pluvinel. Monsieur de Nogaret, marquis de la Valette. Monsieur de la Valette est devenu un excellent cavalier. Ce que j'aime en lui, c'est que pour un fils de duc et père, pour le fils de Monsieur d'Épernon, il bataille en simplicité comme le dernier des gentillards. Bien joué! L'honorable Georges Villiers. Monsieur Armand de Richelieu, marquis de Chilloux. Ce jeune monsieur de Chilloux sait vaincre, mais ne sait pas encore se montrer élégant dans la victoire. Hâtez-vous d'aider monsieur de Villiers. Merci, monsieur. En la circonstance, je préférerais 1000 grâces, monsieur, ou encore je vous ai bien de l'obligation. En attendant, la réciproque serait spirituelle, mais en rien déplaisant. Bon, maintenant, il importerait de saluer. Parfait. Le chapeau contre la poitrine, au retour du bras, pour marquer un temps avant de se couvrir. Voilà. Quant au point gauche sur la hanche, l'habitude des nouvelles, mais gracieuse. Bien, la danse, maintenant. Voulez-vous nous offrir une pavane? Ah, monsieur le marquis de Chilloux, vous plairait-il de demeurer un instant, afin que je vous présente au plus remarquable de nos anciens élèves,
le seigneur François du Tremblay. Voici un seigneur dont les études à Navarre ont surpris ses maîtres tant elles ont été brillantes. En 7 ans, il a plus appris qu'un homme ordinaire en 12. Je suis infiniment honoré, monsieur. Je vous adresse mon compliment. Monsieur du Tremblay est venu nous voir pour nous annoncer une étonnante nouvelle. On peut en parler? On peut. Le seigneur François du Tremblay quitte le siècle et se fait capucin. Capucin? Quand Dieu nous fait la grâce d'un appel, on ne doit pas l'entendre à moitié. Le marquis de Chilloux, lui, semble épouser furieusement son temps. Il est vrai que ce temps réclame qu'on s'occupe furieusement de lui. Dans 6 mois, vous en aurez terminé avec notre académie. Quelles sont vos intentions? Mon frère aîné détient le fief familial. Mon frère puîné est pourvu de l'évêché de Luçon. J'ai la chance d'être le cadet, je suis libre. Libre? Libre, oui, de m'attacher à quelques grands seigneurs. Ah, pourquoi faire? Quoi faire, monsieur? Mais pour essayer le moins mal possible de nous adonner à l'amour et à la guerre. Jean-Pras, dépêche-toi. Ce qui est vite fait est mal fait. Jean-Pras, tu veux que je sois en retard? Non, je veux que vous soyez parfaitement beau. Oh, notre mec. Merci. Bonne soirée. Embrasse-moi. Tu me parais loin. À 10 lieues de moi. Non, je suis tout prêt. À recommencer? Bien sûr. À quoi penses-tu? Ne dis pas à nous, ce n'est pas vrai. Je pense à cette grande ville boueuse, demeurée telle qu'au jour de ma venue, encore enfant. Je pense à ces régents de collège, perdus dans des habitudes héritées de temps à peine mémoriaux. Je pense à la grossièreté des mœurs, à la légèreté des gentilshommes. Je pense qu'atteindre l'âge d'homme de nos jours est une grande faveur de la Providence. Car c'est la chance de voir naître ou d'aider à naître un royaume nouveau. Vous avez d'étranges idées dans le Poitou. Peut-être. On t'a jamais appris à vivre l'heure présente? On a dû me l'apprendre mal. J'aime toujours le lendemain. Quel lendemain? Un lendemain qui me verra plus riche, plus fort, pour que tu m'aimes plus. Peut-être parviendrez-vous à le persuader. Tu penses présentement que le service de Dieu t'interdit de recueillir le diocèse dévolu à notre famille? Je le pense. Et ne cesserai de le penser. On m'a élevé dans l'objet de faire honneur à l'Église. Et grâce à cela, j'ai compris, moi, qu'il m'incombe de m'élever jusqu'à Dieu. Pour y parvenir, il n'est qu'une voie, le cloître. L'inclination de ton caractère contribue à t'y porter, cela n'est pas douteux. Mais tu sais à quoi tu t'engages. Le cloître ne sert de rien sans le jeûne, le travail des mains, les macérations de toutes sortes. Je le sais. Alors je ne puis qu'approuver ta décision. Il me vient toutefois une objection, en guerre bien importante, mais tu as été enseigné dans l'intention de faire de toi un bon évêque. Notre temps manque de religion. Au-delà de la réforme, et parce qu'on s'est bien battu, il se trouve des gens pour ne plus aimer Dieu. Bien des évêques sont ignorants. N'est-il pas dommageable pour le service des hommes de la priver d'un homme tel que toi? Je sais, oui, je sais, mais... Mais on ne fait bien que ce qui plaît. Et je n'ai aucun goût pour la prélature. Le diocèse nous est donné par le roi. Si tu ne l'occupes pas, les chanoines de Luçon, assez des administrateurs feront révoquer l'appartenance. C'est appauvrir notre famille. Ce ne serait pas lui faire honneur que de donner au Poitou un mauvais évêque.
La saison est belle, hein? C'est un présent de Dieu. J'irai tout à l'heure à la chasse. C'est ce qu'il m'a le plus manqué à Paris. Eh bien? Eh bien, Alphonse entrera demain, n'est-ce pas? Dans le monastère qu'il s'est choisi. Mais c'est notre ruine. Notre ruine, pourquoi? Je serai, moi, évêque de Luçon. L'infinie bienveillance de votre sainteté, les marques d'une faveur dont je suis bien indigne m'ont encouragé dans la plus grande... Allons, mon charmant évêque. Ce n'est pas la recommandation du roi Henri qui m'a décidé à permettre votre sacre en dépit de votre jeune âge. J'aime votre savoir et votre mémoire. Répéter un prêche mot pour mot après l'avoir entendu une fois n'est pas commun, et moins commun encore d'en improviser un autre sur le même thème. Vous ferez honneur à l'Église et à la France. Il faut nous rester encore quelque temps avant que de gagner votre diocèse. Très Saint-Père. Oui, rien ne presse. Continuez de vous rompre à la controverse. Vous en aurez besoin pour convaincre les réformés qu'ils sont légions, après tout. Oui, ils sont légions, très Saint-Père. Mais que votre sainteté daigne m'entendre, même s'il me manque l'espoir d'être absous. Mais mon enfant... J'ai commis un forfait. Dans ma hâte de servir le pontife et l'Église, j'ai présenté un acte attestant que j'étais entré dans ma 23e année. Or, j'entre seulement dans la 22e. Vous avez produit un faux, monsieur l'évêque? Oui. C'est grave, cela. Très grave. Quelle sanction vais-je prendre? L'ampleur de ma faute réclame le châtiment exemplaire. Vous n'avez que 21 ans, et non point 22. Mettez à profit cette année d'avance. Vous avez déjà montré votre mérite et vous y joignez l'adresse. Vous venez de l'approuver. D'abord, en produisant un faux document. Ensuite, en m'avouant l'affaire, avant que de mauvaises langues ne me la prennent. Allez en paix, Armand. Vous montrez très haut, car vous serez un grand fou. Je prends le roi. Oh, personne ne peut prendre le roi, à moins que tu l'aies encore triché. Sire, c'est grande pitié quand un valet prend le roi. Et pourtant... Ah, mon évêque. Je dépose mes compliments aux pieds de votre majesté. L'évêque écolier. Comment cela? Monsieur d'Épernon veut dire par là que je suis retourné à Navarre pour y préparer 3 thèses de théologie. Tudieu. Et vous êtes allé comme ça? Au milieu des galopins? Me voici 3 fois docteur. Vous avez obtenu une dispense. Elles ne m'ont jamais manqué. Étrange divertissement. Oui. Toi, tu serais allé un peu plus longtemps sur les bancs du collège que tu signerais peut-être ton nom sans faire de pâté. J'ai rarement entendu prêcher avec autant de vigueur, de clarté, et quand il le faut, d'onction. Il est aisé, sire, de se montrer bon orateur quand le plus grand des rois honore de son attention le plus humble des évêques. Avec vous, la parole de Dieu devient aisée à comprendre. C'est sans doute, sire, parce que Dieu ayant besoin des hommes, je m'efforce toujours de montrer les rapports constants entre les affaires du ciel et celles de la terre. Tout est politique. C'est bien, c'est très bien. À vous de donner, monsieur l'Épernon. Ici. Venez jouer avec nous. Tenez. Voilà.
Regarde. Sire. Je suis aussi coquet que toi et voudrais vérifier l'ordonnance de mes boucles blondes. Prête-moi un peu ton miroir. Oh. C'est un instrument commode pour déchiffrer les tarots des voisins. Hein. Tu prends ma cour pour un tripot, monsieur le duc, hein? Mais je vais t'arracher les oreilles. Oh, quoi seront-elles utiles à votre majesté? Mais vous aussi, vous trichez, mon évêque. Je ne me permettrai pas, sire. Mais avec un jeu pareil, vous pouviez me prendre le valet. Bellegarde triche pour me prendre mon argent. Le roi en a si peu. Tais-toi. Tu triches pour me prendre mon argent, et vous pour me donner l'illusion de la victoire. Sa Majesté admettra qu'un ecclésiastique puisse ignorer le maniement des cartes. Je peux l'admettre, mais je ne le crois pas. Bellegarde. Oui. Joue. Oui, sire. Vite, morbleu, plus vite! Qui créez-vous? À Luçon, messire l'évêque. À Luçon, en Poitou. C'est par là que passent les voies de l'avenir et le grand chemin du salut. Tu n'as pas compris? J'ai compris que notre maître est bien en cour, qu'il a prêché 5 fois devant le roi, qu'il côtoie les grands. Les grands! Des grands d'une rare petitesse. Qu'il est admis au jeu de sa majesté. Et qu'il est mal content. Il faut être bien sot pour se montrer content. C'est la gloire. Gloire de parler sans être entendu, de se montrer sans être vu. Notre maître a dit lui-même que le roi l'a remarqué. Pour faire sa partie de piquet. Je peux rester à Paris 20 ans. Et durant 20 ans, je serai l'un des ornements de la chair pour haranguer les sourds. De la cour pour distraire les aveugles. Tu sais ce que c'est que d'être évêque? Ma foi, j'ai l'honneur d'en servir un. Imbécile. J'ai tout perdu. Mon humeur de combattant, mon amour du siècle, mon inclination pour les dames. Et tout cela pourquoi? Pour être ce que vous êtes, la fierté de votre famille. J'ai tout perdu. Bouleverser ma vie, marcher sur ma destinée, contrefait ma nature. Pour être évêque, non. Pour me déguiser en évêque. Pareil de faux semblants et de fausses situations. Voilà, monsieur, retourné à ses démons. Pour une fois que je parle le langage de Dieu, laisse les démons tranquilles. Mon renoncement n'avait aucun sens tant que je composais avec ma fonction épiscopale. J'ai triché avec moi-même. Maintenant, c'est fini. C'est bien fini. Et comment entendez-vous recommencer? Par la conquête de l'autorité. Pour l'heure, je n'en aurai pas. Henri IV est satisfait de ses ministres et de ses capitaines. Me promettrait-il une place qu'il serait incapable de me la faire? Et quelle place, quelle charge, quel office serait suffisant pour que je serve selon mes capacités? Je n'entends rien. C'est pourtant simple, simple à en pleurer. J'ai fait fausse route en tentant de faire figure comme un évêque à la mode. Il vaut mieux être le premier à Luçon que 2 fois rien à Paris. Alors mon bon, c'est en Poitou que nous saurons le maître. Depuis bientôt un quart de siècle, nous administrons cet évêché. Nous ne pensons point avoir failli... Messire le chanoine et vous autres de mon chapitre, je vous ai dit ma reconnaissance pour votre tâche. Sachez qu'elle a pris fin dès lors que je prends personnellement la tête de ce diocèse. Vous avez dit, nous avons administré. J'aurais voulu entendre, nous avons édifié cet évêché. Nous l'avons évangélisé. Face aux huguenots et aux indifférents, il est temps de porter jusqu'en la moindre bourgade la parole de Dieu. Et pour porter cette parole, monseigneur, il faut qu'ensemble, nous arrêtions les détails de l'administration du diocèse. Votre sainte autorité. Mais ne gagnerait-elle pas à respecter les avis d'un chapitre composé d'hommes d'expérience? Certainement. C'est pourquoi vos avis me seront d'autant plus précieux que je les aurai sollicités. Mais monseigneur... Dans l'instant, je ne vous les demande pas. Messieurs, je vous invite à retourner à vos prières et à vos méditations. Un moment. Je crois que ma bénédiction ne vous sera pas inutile. Benedictat vos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Ah. La paix règne dans les villes lorsque les personnes privées se maintiennent modestement dans le respect des lois et des ordonnances de ceux qui ont légitimement reçu l'autorité. La paix règne dans les maisons lorsque ceux qui les habitent y vivent sans éprouver d'envie.
sans nourrir d'inimitié, sans se livrer à des querelles. Ainsi, la paix dans nos cœurs apporte la paix dans les maisons, et la paix dans les maisons concourt à la paix dans l'État. Comment parvenir à la paix? En observant les principes que nous dicte la raison. Qui nous donne la raison? Les lumières de la foi. Que la foi donne à chacun la sagesse d'obéir au prince. Bon, tu peux rentrer à l'évêché. Mais vous pouvez pas aller seul chez les Huguenots. Rentre, je te dis. Mais voyons, c'est pareil. Ne vous fatiguez pas. Priez seulement avec moi dans le secret de votre âme et de votre cœur. Est-ce là la mission d'un évêque? L'occasion était belle de montrer qu'on peut pénétrer dans une famille protestante pour donner les saintes huiles à une servante catholique. L'exemple, une fois donné. Peut-être mon clergé fera-t-il son devoir. Pourtant, j'en doute. Vous en doutez? Pour être obéi, il ne suffit pas d'exercer scrupuleusement son ministère. Non, cela ne suffit pas. Un évêque doit aussi être riche. Il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu Je ne suis pas ici pour mon salut, mais pour assurer celui des autres. En quoi la richesse? La richesse donne la puissance. Et la puissance, l'autorité. Si seulement je possédais les malheureux plats d'argent que peut exhiber le plus gueux des châtelains. Enfin, j'ai tout de même lieu d'être satisfait des résultats. La tolérance envers les réformés porte ses fruits. Merci. Benedicite. Benedicite. Benedictum in nos. Ah non. Vous avez ramené des fidèles à la vraie foi? Peu, mais j'en ai empêché de passer à la fosse. Je ne vois vraiment plus ce que le diocèse peut attendre de moi. Votre frère Henri affirme que l'heure n'est pas venue pour vous de tenter votre chance. Je ne peux pas tenter ma chance, mais la forcer. Votre frère Henri... Mon frère Henri est bien en cour, mon frère Alphonse est bien au cloître, et moi je me meurs à Luçon. Non. Non. Je dois rendre compte à notre souverain. Et me montrer, ce n'est jamais inutile. Vous n'avez jamais rien fait d'inutile. Jamais.
Sire, c'est Monseigneur de Luçon. Luçon? Ah oui, parfaitement, oui. Monsieur de Luçon a droit aux grandes entrées. Allez-y, bon curé. Mais prenez garde. Il s'opiniâtre si méchamment dans son projet de guerre qu'il est malaisé de l'aborder. Ah, le bonjour. Le bonjour, mon évêque. Sire, permettez au plus humble de vos serviteurs de venir prendre l'air de Paris. Les provinciaux, et j'ai été provincien, ne s'en passent plus lorsqu'ils ont goûté. C'est vrai. Mais je voulais aussi vous dire... Parler de votre diocèse? Le protestantisme recule, sire. J'ai été le premier des protestants. Il est vrai, mais depuis votre majesté a trouvé le chemin de la lumière. Dites-moi, mon évêque, combien d'hommes valides et équipés pourraient aligner le Poitou? C'est l'affaire du lieutenant général plutôt que de l'évêque. Pour moi, je puis seulement dénombrer catholiques et huguenots. Vous pourriez m'apporter combien de canons? On pourrait aller vite, sire. Instruire les fondeurs, former des servants. Vos poitevins sont solides, bien embataillonnés. Marcheraient-ils avec honneur? Qui sera l'ennemi? Voilà. Elle. Et ce qui la pousse. Monsieur! Viendrez-vous enfin voir le merveilleux manteau qui m'a été fait tout spécialement pour mon sac? Son sacre. Maudit sacre. Elle me l'a arraché. Il me tuera. Un moment, mamie, on vous suit. Oui, monsieur, je le veux bien, mais hâtez-vous, je vous prie, je brûle du plaisir que vous me voyez resplendissante. Maudit sacre. J'en échapperai. Mon programme est établi. 3 jours après la cérémonie, je mettrai le casque en tête. On vous dira que c'est pour une femme. On racontera que c'est un prétexte pour faire ma campagne et passer à Bruxelles, reprendre cette pauvre petite Charlotte de Montmorency, sur laquelle ce bougre de Condé se croit des droits depuis que je les ai mariés. L'essentiel, mon évêque, n'est pas là. L'essentiel, c'est... Monsieur, viendrez-vous à la fin? Vous m'offensez et je... Oui, mamie, bien, j'arrive. Il n'est pas interdit à l'évêque de venir me voir en votre compagnie? Mais oui, mamie, oui, on vous suit. Il faut en finir. Nous sommes désormais assez forts pour en découdre victorieusement avec la maison d'Autriche. Tant que l'Empire germanique sera puissant et uni à l'Espagne, la France sera dans un péril mortel. Prise dans un étau, menacée au nord, au sud, à l'est et même à l'ouest, car il sera malaisé de défendre nos rivages. Si nous laissons les impériaux parvenir à l'unité, celle des Espagnols est hélas déjà assurée. Ça sera fait de la nôtre. Voyez-vous, mon évêque, celui qui comprendra cela mènera bonne politique en ce royaume. Ça qui l'a frappé. On affirme, mon cousin, que ce Ravaillac avait des complices. Je ne le crois pas. L'acte d'un isolé? L'acte d'un fou. Vraiment? Il existe des fous très raisonnables. Cela nous épargne une guerre imbécile. Je connais peu de guerres intelligentes. Vous êtes l'arbitre de la situation. J'ai déjà cessé de l'être. Grâce à moi, l'ordre a été maintenu à la nouvelle de la mort du roi. Grâce à moi, le Parlement a donné tous les pouvoirs à la reine. Mais déjà, elle ne me parle plus que du bout des lèvres. Elle les réserve ce concino concini.
Monseigneur. Monseigneur, bonjour, le bonjour. Quel honneur de voir un si grand homme répondre à notre scellé. Quelle honte de devoir s'incliner devant ce faquin. Un ancien croupier que la reine promène depuis Florence. Il recule les bornes de l'extravagance. C'est bien pour ça qu'il plaît à la grosse. Il ne laisse de place pour personne. C'est-à-dire ni pour vous, ni pour moi. Dans un royaume, aux mains d'une femme et d'un petit enfant. 5, 6, 7, 8. 8. Pas 9. Il est beau, l'évêque de Luçon. Rien n'est plus triste que de se savoir dans la pauvreté quand les sots nagent dans l'opulence. Armand, vous possédez tous les dons sauf un. L'humilité. Je n'y songeais pas. Non, je pensais seulement à la patience. Quand la tête n'est plus, que reste-t-il du corps? Un aventurier gouverne le royaume. Et les grands ne pensent qu'à faire tomber des écus dans leur coffre. J'ai quelque droit de penser que j'agirais moins mal qu'eux. C'était ainsi avant la victoire d'Henri III. C'était ainsi avant qu'Henri IV ne l'emporte. Un cauchemar, c'est toujours un rêve recommencé. Nous voici revenus à l'insécurité des grands chemins, aux bandes armées, courant le royaume, aux rustres, violant les nonnes, incendiant les moutiers. Non. Je n'ai rien oublié du temps de mon enfance. Débourné, ta main. Montre. Il y a des images qui se fixent à jamais. Ah. Mon fils, voici de nouveau assailli par vos migraines. Je hais le désordre parce qu'il n'est pas de justice sans ordre. Le royaume me fait mal à la tête, j'ai mal. J'ai mal. Vous m'inquiéterez toujours. Je m'inquiéterai toujours de tous. Et qui vous le demande? Personne. Sinon moi. Pardon, monseigneur. Un frère prêcheur demande à s'entretenir avec notre maître. Soyez le bienvenu, mon père. Moment grâce, monseigneur. Le seigneur François du Tremblay. Le marquis de Chilly. Il n'y a plus de marquis de Chilloux. Il n'y a plus le François du Tremblay. Père Joseph. Monsieur Luçon. C'est la Providence qui vous mène ici. Mais comment? Il n'y a pas moins de 200 évêchés, pourtant. Mais il n'y a pas 200 évêques tels que vous. J'ai quelque peu aidé la Providence. Je suis aise de vous voir. Comment se comportent les réformés dans votre diocèse? Comme les catholiques, ni mieux ni plus mal, ils s'agitent tous. L'exemple vient d'en haut. Pour apaiser les grands et les moins grands, la régente, apparaît-il, vide les réserves d'or accumulées à l'arsenal par M. de Sully. Très vrai, les coffres sont maintenant vidés comme toujours dans ce cas. Il va falloir réunir les États généraux. Les États généraux entraînent souvent le désordre et parfois l'abaissement du pouvoir royal. Tout dépend des députés. Songeriez-vous? Je ne songe plus qu'à cela. Cette affirmation est indigne de vous. Mais un homme de votre qualité ne doit pas, ne peut pas se limiter dans ses aspirations. Vous êtes comme un mousquetaire, tirant à la cible uniquement préoccupé de faire mouche. Si vous êtes élu député, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, tant pis. Verriez-vous un inconvénient à ce que je me présente devant le collège ecclésiastique de la province? Aucun. Je disais seulement que, marqué par la Providence, vous devez voir grand. Et ne pas vous miner à la moindre embûche. Je vous parle ferme. Et je vous parlerai toujours de la sorte. Parce que je n'aurai pas d'autre ambition que de vous aider humblement à grandir. Vous auriez donc conservé pour moi de l'amitié? Assurément. Et à travers un homme tel que vous, j'entends servir les desseins de Dieu. Après tout, peut-être lui plairait-il de vous voir aux États généraux. Députés des 3 diocèses de Poitou, de Luçon et de Maillezais, nous parlons aujourd'hui au nom Ces de États notre sont rang généraux, et dans mais l'intérêt- l'ennui, lui, il est général. Nous
Nous avons dit la nécessité Une prune de Brignoles. Jamais. Ou deux, s'il vous plaît. De n'accorder à chacun qu'une largesse bien ordonnée. La parlotte avec les Français, c'est toujours la parlotte. Je présente mes civilités les plus choisies au seigneur Concini. Et moi de même. La parlotte. Quand ils n'ont pas d'argent, ils se perdent en parlotte. Votre grâce a-t-elle raison de négliger les plus beaux parleurs? À regarder notre régente, on s'aperçoit qu'elle n'est pas insensible au discours de M. de Luçon. Vous en avez beaucoup fait, madame. Mais il n'en faut point demeurer là. En la voie de l'honneur, ne plus s'avancer, ne plus s'élever, serait reculer et déchoir. En dépit, il me l'a répété 10 fois le discours. Et pourtant, j'étais là, perdu dans les tribunes, quand notre maître l'a dit. J'ai bien dit. Reste que nous revoilà ici. Et que c'est pas demain que nous serons ministres. Le point est à vous. J'égalise. Nous n'en sortirons pas plus qu'autant nous nous mesurions chez M. de Pulviner. L'égalité vous exaspère. Pas avec vous. Un doigt de vin? De l'eau seulement, ça fait partie de mes vœux. Mes vœux ne m'interdisent pas de boire quelques gouttes de vin, mais je le trouve bien amer, alors présente. Tout est amer en ce monde. Est-ce le monde qui est amer ou notre temps? Il importe de recréer l'unité de la chrétienté. Vous n'entrerez dans Jérusalem que l'harmonie n'ait tout d'abord été retrouvée en Occident. Seulement quand la France est malade, l'Europe ne va pas bien. L'autorité royale serait bafouée si M. Concini, avec autant de maladresse que d'acharnement, ne soutenait la régente. J'ai tout fait aux États pour tenter d'attirer son attention. À vouloir plaire à chacun. On ne complaît à personne. Ces États généraux n'auraient-ils donc servi de rien? Vous avez dit n'importe quoi. Oh. Vous avez dit n'importe quoi avec beaucoup de talent, dans l'espoir de plaire à la reine-mère. Je me moque bien de plaire, mais j'utilise tous les moyens dans l'espoir de servir. Vous ai-je dit que vous aviez tort? Vous êtes rentré bredouille des États généraux, mais je crois savoir, une place reste vacante, celle de Bonnier de Marie de Médicis. Elle conviendrait à vos mérites. Mes mérites, vous commencez d'y croire. On n'a jamais douté. Regardez le coq, Père Joseph. Il tourne au grand vent comme la destinée. Après là, M. de Luçon n'évoque pas la destinée, il fait état de la Providence. Et s'il l'a pris, ne l'abandonne pas. A-t-il bien été tué à mon intention par une nuit sans lune? Bien sûr, tu ne t'imagines pas qu'on te soignerait avec des remèdes de charlatans. Tu manges du poulet cru, ma petite Léonora? C'est bien étrange comme médecine. Les autres sont impuissantes. D'ailleurs, je ne le mange pas. Comment va ma reine? Oh, sans doute encore plus mal que toi. Poverina. Ils sont tous là comme des loups. Les princes s'entrebattent pour prendre notre argent. Et le tiers-état ne veut plus nous en donner. Heureusement que ton mari est là pour nous aider. Ma divine souveraine est trop bonne. La vérité est que je sais me faire craindre. Votre Majesté m'excusera, mais ma nouvelle dignité de maréchal de France me crée des devoirs. Je m'en vais passer mes gens de guerre en revue. Ah, le cher homme. Le pauvre homme. Pourquoi? Au lit, il est capable de beaux exploits. Il en était capable avant d'être rompu par ses hernies sciatiques. Sans doute, mais il est quand même beau. C'est vrai qu'il est beau.
Et pas méchant s'il ne faisait tant le fier. Dans l'intérêt de votre majesté, il faudrait l'aider. Comment pourrais-je bien l'aider? Il est si buté qu'il ne veut jamais rien écouter. Il faudrait l'entourer d'hommes moins provoquants que lui. Parce que tu en connais, toi? Il y en a qui seraient très heureux de le servir. Je pense à Monsieur de Luçon, par exemple. Luçon? Il avait joliment parlé aux étangs en ménageant les trois Il avait ordres. évité le conflit entre les gens de robe et les gens d'épée. Il te plaît donc si fort, ce Monsieur de Luçon. Quand je l'écoute, j'ai l'impression d'être une femme de très grand sens. Tu en parles en des termes qui me donnent très envie de le revoir, ton évêque. Si jamais il se trouve quelque charge vacante, nous parviendrons bien à le faire sortir de son diocèse. J'y veillerai. Par grâce, calmez-vous. Si vos chanoines vous voyaient... Ah, mes damnés chanoines, ils en verront d'autres maintenant que me voilà sorti de mon bourbier de Luçon. J'avais douté de la régente, je m'étais trompé. Elle n'est pas assez royale pour témoigner de l'ingratitude. Excellente Florentine. Elle vient de faire de moi son aumônier. Ma mère, s'il eût fallu, j'aurais rompu la porte pour sortir de mon écurie. J'aurais à votre écurie? Oui. Mais, oubliez-vous que je suis un cheval? Pas un palefroid, mais un destrier. Attentif à la trompette, prêt dès qu'elle sonne à se jeter dans le combat. Ah! Souvent, ce caparation me gêne. Maîtrisez votre fougue. Trop souvent, vous le savez bien, la mélancolie vient à lui succéder. Qui m'empêchera de bondir et de hennir? Dieu m'est témoin que je ne m'attendais pas à telle corvée. Henri multiplie les duels pour rien. Alphonse, dans son couvent, soutient qu'il est Dieu le Père. Et je ne le quitte que pour retrouver un cheval. Pour retrouver un cheval? Mais c'est ce que vous avez dit. Je n'en ai pas souvenance. Plutôt si. J'exprimais par une comparaison avec cet animal ma satisfaction de parvenir en cour. Que je le dise en latin ou que je le hennisse, mon propos demeure le même. Je veux et je vais justifier cette phrase de l'écriture placée en épigraphe de mes thèses de doctorat. Qui erit similis mihi? Qui sera semblable à moi?